Bienvenue sur Anasio, le podcast pour une enfance protégée. Je suis ravie de vous retrouver après un petit temps de pause avec une nouvelle série autour du stress et du trauma et toujours avec au centre une enfance protégée, donc les enfants. Vous retrouverez dans cette série les deux types de podcasts, les bleus avec de l'information et les roses avec des astuces, des idées, des outils pour s'en sortir. Aujourd'hui, pour commencer cette série, je vous propose une nouvelle thématique, le stress. Qu'est-ce que le stress ? Comment fonctionne-t-il ? Est-ce que nos réponses au stress sont choisies ? Et enfin, pour une enfance protégée, c'est l'enfant au cœur du sujet. Comment les aider et les accompagner face au stress ? Je vous souhaite une bonne écoute. C'est quoi le stress ? Il me semble important de revenir sur cette notion parce qu'à l'origine du trauma, il y a le stress. En effet, dans le premier manuel des troubles mentaux, que l'on appelle le DSM, dont la première édition date de 1952, on parle de réaction massive de stress plutôt que de trauma. Qu'est-ce donc que le stress et comment fonctionne-t-il ? Dans le stress, il y a le mot stringere, c'est-à-dire écraser, presser, raidir. Ou encore, le stress vient de l'anglais strain qui signifie une force, un effort, une tension, un travail. C'est donc sur le plan physique une force qui agit sur une surface et ainsi crée une déformation. Selon Hans Seil, le stress se définit comme une réaction de l'organisme face aux modifications, aux exigences, aux contraintes ou menaces de son environnement en vue de s'y adapter. C'est donc une réponse de l'organisme à des stimuli externes, mais également internes. Le stress peut être d'ordre personnel, lié à une situation personnelle, ou professionnelle. Et il survient lorsqu'il y a un déséquilibre entre la perception qu'une personne a des contraintes que lui impose son environnement et la perception qu'elle a de ses propres ressources pour y faire face. Alors, comment fonctionne le stress ? Face à une agression, une menace ou une situation imprévue, notre organisme se met en réaction globale d'alarme, c'est-à-dire qu'il se mobilise en vue de se défendre. On parle souvent du stress d'un point de vue négatif. Non, le stress peut être utile. Il s'agit d'une réaction normale, car il nous permet de concentrer notre attention, de mobiliser nos capacités et de nous pousser à l'action. Un exemple, vous avez un rendez-vous important ou votre enfant passe un concours. Sur un temps donné, il y a ce bon stress qui va permettre à l'organisme de mettre en place tout ce qu'il faut pour répondre à l'événement. Concrètement, ça comprend une réaction psychologique, une réponse émotionnelle et les conditions pour se défendre. Parlons aussi du syndrome général d'adaptation. Le syndrome signifie que les réponses de notre organisme induites sont coordonnées et partiellement interdépendantes. Générale, c'est-à-dire que les réponses sont produites par des agents internes et qui ont un effet sur une large partie de notre organisme. Et l'adaptation, c'est ce qui stimule nos défenses. Il existe différentes phases dans le syndrome général d'adaptation et donc différentes réactions au stress et différents symptômes. La première phase, c'est la phase d'alarme. C'est celle que j'ai évoquée précédemment, c'est-à-dire la phase du bon stress qui va mobiliser les ressources et déclencher l'énergie pour apporter une réponse à un événement positif ou négatif. Les réponses dans cette phase sont de deux types, le fight ou le fly, c'est-à-dire le combat ou la fuite. Concrètement, face à un événement externe, d'ordre personnel ou professionnel,
Vous pouvez réagir par le fight, c'est-à-dire que vous faites face à la menace par le combat. Le fly, vous faites face à la menace en prenant la fuite. Vient une seconde phase, c'est la phase résistance. Elle fait suite à la réaction d'alarme quand l'exposition à l'agent stresseur persiste. Donc, le stress est ici répété, il est toujours là, et l'organisme va commencer alors à puiser dans ses réserves d'énergie. Dans cette phase, vous commencez à vous sentir au bout du rouleau, sous pression, fatigué. Vous pouvez éprouver de l'anxiété et tomber malade. Dernière phase, c'est la phase d'épuisement. Ici, on dit du stress qu'il est chronique, c'est-à-dire qu'il reste là. Il y a un excès de sécrétion hormonale qui provoque à terme un épuisement physique, corporel. C'est l'épuisement des capacités énergétiques de l'organisme. Les besoins énergétiques du corps dépassent sa capacité de production. Les symptômes associés au stress chronique peuvent être nombreux. Ils couvrent notamment l'insomnie, la difficulté à se concentrer, la difficulté à mémoriser, les changements d'humeur. L'organisme étant affaibli, il est possible de développer des pathologies d'ordre somatique notamment, comme les maladies cardiovasculaires, les troubles gastro-entériques, le diabète, l'obésité, et ainsi de suite. Il existe aussi des pathologies psychiques comme l'indifférence, l'introversion, la résignation. On est comme figé quand on est dans cette phase-là. Mais on peut aussi trouver la dépression, les troubles anxieux, et enfin des troubles du comportement comme l'irritabilité. En conclusion, quand on parle de stress, on peut parler du bon stress, comme dans la phase d'alarme, et du mauvais stress, comme dans la phase d'épuisement. Alors, question, ces réponses au stress sont-elles choisies ou pas? Ce qu'il faut savoir, c'est que ces réponses sont utiles, mais elles ne sont pas choisies. Elles sont automatiques et propres à chacun. Selon Holmes et Rae, elles vont dépendre de 5 points précis. Le premier, c'est la façon dont chacun va percevoir les événements. Ici, l'idée, c'est que selon l'expérience acquise de vie de chacun et selon les supports émotionnels, sociaux, spirituels, culturels, intellectuels dont il dispose, le stress sera vécu différemment pour chacun. Un exemple concret, un enfant ne réagira pas de la même manière qu'un adulte face à un événement stressant. Il a une expérience de vie moindre. En revanche, s'il bénéficie d'un soutien important, il saura mieux y faire face. Deuxième point, deuxième filtre, la personnalité de la personne. Le stress est vécu différemment selon les défenses psychologiques de la personne. C'est-à-dire, est-ce que la personne est dans le déni et le refus d'admettre une réalité observable en ce qui concerne le stress, ou à l'inverse, la personne accepte d'y faire face. Troisième filtre, les réponses neurobiologiques et immunitaires de la personne. Le stress va passer à travers ce filtre qui détermine un degré de vulnérabilité de la personne. Selon ce degré de vulnérabilité, les réponses émotionnelles et corporelles de la personne seront différentes. Donc, réponse neurobiologique, immunitaire, c'est tout un sujet à part. Je vous propose de revenir sur ce sujet dans un podcast spécifique. Quatrième filtre, le coping. Ça vient du mot cope, c'est-à-dire faire face. C'est la capacité propre de chaque personne d'y faire face. Ce sont les efforts cognitifs, notamment la pensée, et comportementaux de la personne pour réagir par rapport à ce stress. Selon chacun, certains vont faire des efforts pour réduire ce stress, le minimiser, d'autres le contrôler, le dominer, ou d'autres encore parvenir à le tolérer
à tolérer les événements qui induisent ce stress et donc à lâcher prise. 5e filtre, la disponibilité médicale de la personne, c'est-à-dire que c'est l'attitude de l'individu face au stress et sa capacité à aller chercher du soin. Pour une enfance protégée, c'est l'enfant au cœur du sujet. Alors, comment les protéger du stress ? Un premier pas, c'est déjà d'être une ressource pour eux. Et je l'ai souvent évoqué. Donc, d'être à leur écoute. Un deuxième pas, c'est de leur apporter sécurité et soutien face aux événements de la vie. C'est-à-dire d'être une ressource pour eux afin de les aider à gérer au mieux le stress et les événements stressants. Le troisième point, c'est aussi d'être attentif à leurs symptômes. Et c'est valable aussi pour les adultes. Si un enfant est constamment malade, ne pas hésiter à aller regarder des symptômes comme le mal de dos constant, les maux de tête ou autres. En conclusion de ce podcast, nous avons vu qu'il existe le bon stress, notamment en phase d'alarme, et le mauvais stress, notamment en phase d'épuisement. Le stress, c'est aussi une émotion. Et l'émotion, c'est aussi une énergie. Le stress intervient aussi quand on est décentré. Aussi, pour terminer, je vous propose un petit exercice que vous pouvez pratiquer seul, que vous pouvez faire pratiquer à vos enfants ou même que vous pouvez pratiquer avec eux. Il s'agit d'essayer de retrouver son centre et d'apaiser cette émotion intérieure en pratiquant des exercices de respiration. Juste 3 minutes. Il suffit de se poser tranquillement 3 minutes, d'inspirer, d'expirer 3 fois par jour. Ça peut être le matin pour bien commencer la journée, lors d'une pause dans la journée, et puis le soir avant de se coucher, pour se poser et déposer ce qui se passe. Et tout en inspirant et expirant, aller dans le corps et aller voir les sensations corporelles à l'intérieur du corps. Et juste observer et prendre un temps pour soi et déposer ce qu'il y a à déposer. Merci à toutes les personnes qui nous écoutent. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager si vous aussi, vous souhaitez œuvrer pour une enfance protégée. Vous pouvez suivre l'actualité d'Anasio, le podcast pour une enfance protégée, sur les réseaux sociaux, sur la page YouTube Anasio et sur le site anasio.fr. Je vous dis à bientôt.